Bonjour Jean Nombre et merci de nous retrouver dans cette première vidéo consacrée à l'analyse de Fourier où nous allons essayer de parler des précurseurs de cette analyse. Mais avant toute chose, est-ce qu'en quelques mots vous pouvez nous expliquer le principe de l'analyse de Fourier? Oui, c'est de réaliser, à partir d'un phénomène compliqué, sa décomposition en phénomènes simples, à condition de les superposer. Et auriez-vous des exemples un peu plus simples où cette idée de décomposer un phénomène compliqué en une composition de phénomènes simples a pu apparaître? Oui, les phénomènes peut-être le plus ancien, c'est celui d'essayer de rendre compte des mouvements dans le ciel des planètes. Et la façon qui a paru la plus naturelle, ça a été de représenter le mouvement comme étant circulaire, mais en le compliquant, en le superposant à partir d'un cercle qui tourne sur un autre cercle. Donc donnant un certain nombre de paramètres disponibles, la façon dont le second cercle tourne sur le premier, et puis le rayon du second cercle par rapport au premier. Pour Hipparque, Ptolémée et d'autres philosophes grecs, le ciel doit pouvoir se décrire de manière géocentrique. La Terre est un astre fixe et les planètes, les étoiles, tournent autour. Leur autre hypothèse, c'est qu'il suffit de mouvements circulaires, parfaits, pour décrire les mouvements des planètes. Mais ils ont conscience qu'un unique mouvement circulaire ne peut pas suffire à décrire la riche complexité des mouvements astronomiques. Une idée émerge alors, celle de superposer des mouvements circulaires. Prenons deux mouvements circulaires. On peut les combiner, et on obtient une figure sensiblement plus compliquée que la précédente. Il y a dans les épicycles deux paramètres principaux, le rayon et la vitesse de parcours. Par exemple, si on divise le rayon du petit cercle par 2, on obtient alors une figure nouvelle aussi. On peut faire de même avec la vitesse de parcours. Maintenant, on peut même inverser le sens de rotation pour obtenir des figures bien plus surprenantes. Par exemple, si on parcourt dorénavant le petit cercle dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient une courbe connue sous le nom d'astroïde. Et même, quelque chose qui ressemble à un carré. Enfin, on peut ajouter des cercles, ce qui augmente encore la complexité. L'idée, c'est que n'importe quel mouvement céleste peut se décomposer de cette manière. Mais les scientifiques de cette époque ne savent pas calculer le rayon des cercles successifs, ni les vitesses de parcours, et cette idée est abandonnée au profit d'autres représentations astronomiques qui sont plus faciles à manipuler. Mais avec les travaux de Kepler ou de Newton, on comprend assez vite qu'un modèle géocentrique où les planètes tournent autour de la Terre est bien plus compliqué qu'un modèle où les planètes tournent autour du Soleil. Et on peut se dire que les histoires d'épicycles sont oubliées. Maintenant, est-ce qu'il y aurait une autre occurrence dans l'histoire d'une idée à la Fourier? Oui, c'était le phénomène qui peut être représenté par celui d'une corde de violon, c'est la vibration des cordes. Et Taylor, au début du XVIIIe siècle, montre simplement que les cordes vibrant autour, cordes de violon par exemple, peuvent être représentées par une simple sinusoïde, quelque chose de très simple, très régulier. Euh, Peu après, Daniel Bernoulli ajoute la chose suivante, qu'au lieu d'avoir un seul mouvement simple, on peut avoir en superposition deux mouvements simples qui se superposent et donnent quelque chose de évidemment plus compliqué que ce mouvement simple. Et on peut réitérer le procédé, c'est-à-dire en additionner plusieurs. La chose se complique encore à la façon d'Alembert quand il imagine que, a priori, on pourrait avoir un mouvement quelconque de la corde et qu'il serait possible de le représenter comme une somme, une addition, une superposition de mouvements simples. Et là, on a quelque chose qui débute ce qu'on peut appeler l'analyse, c'est-à-dire le très compliqué pourrait se résoudre, se mettre en somme quelconque d'éléments simples. Taylor, donc, a toute une famille de solutions, une infinité d'ailleurs. Chacune de ces solutions, on le voit, a une propriété assez forte. Certains des points ne bougent pas.
On parle de points nodaux. Bernoulli et d'Alembert ont en fait proposé deux types de constructions. La première est celle de d'Alembert. Il trouve une recette générale pour construire n'importe quel mouvement de corde. Imaginons qu'on prenne la corde dans une certaine position. Il veut déterminer le mouvement de la corde s'il la lâche telle qu'elle. Pour ce faire, il propose la construction suivante. Il prend son morceau de corde et le réplique à l'infini, pour obtenir un graphe. Il entame alors une translation vers la droite de ce graphe. Il fait ensuite une translation à gauche. Il fait alors la somme de ces deux graphes. S'il regarde ce qu'il obtient sur l'intervalle initial, il démontre qu'il obtient ainsi le mouvement de la corde avec la position initiale. Puisque cette forme initiale est arbitraire, ces solutions n'ont pas nécessairement les propriétés des solutions de Taylor, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément de points nodaux. D'un autre côté, Bernoulli propose de repartir des solutions de Taylor. Tout d'abord, il remarque qu'il peut multiplier chacune des solutions par un nombre réel, et encore trouver le mouvement d'une corde vibrante. Par exemple, si je prends 2 fois la troisième solution de Taylor, j'obtiens ceci. Ensuite, il remarque qu'il peut superposer les solutions de Taylor. Si je prends plusieurs solutions de Taylor, que je multiplie chacune d'entre elles par un certain nombre, et qu'enfin je fais la somme, j'obtiens une nouvelle solution du problème des cordes vibrantes. On a donc deux recettes, celle de d'Alembert et celle de Bernoulli. Ce qui arrive alors comme idée, c'est que ces deux approches sont en fait équivalentes. Non seulement si je fais la somme de solutions de Taylor, j'obtiens le mouvement d'une corde vibrante, mais encore si je prends n'importe quelle solution de l'équation des cordes vibrantes donnée par la recette générale de d'Alembert, je peux la décomposer comme somme des solutions de Taylor. Mais comme avec les épicycles, personne ne sait à l'époque calculer les poids qu'il faudrait donner à chacune des solutions de Taylor pour retrouver le mouvement correct de la corde, et cette idée est abandonnée. Si on devait résumer leur cheminement, quelles grandes étapes distinguerait-on ? Alors, les choses se passent un peu de la façon suivante. C'est de dire que est simple ce que Taylor a montré, c'est-à-dire qu'il existe un certain type de vibration qui est simple. Deuxièmement, de faire le contraire, c'est-à-dire de dire qu'il n'existe pas d'autres solutions simples, d'autres façons simples de vibrer que celles que Taylor a proposées. Une fois que ceci est fait, quelqu'un comme Bernoulli dit mais alors la possibilité, parce qu'on sait bien qu'il y a des phénomènes du son à partir d'une corde vibrante, celle du violon par exemple, on sait bien qu'il y a des phénomènes compliqués et l'idée va être je peux superposer les solutions simples, celles uniquement de Taylor, bien sûr, il n'y en a pas d'autres. Je peux les superposer pour obtenir le phénomène compliqué. Il se trouve qu'à ce moment-là, quelqu'un comme d'Alembert a obtenu une équation qui règle, du point de vue mathématique, le phénomène. Et il se pose la question de savoir comment il peut superposer, c'est-à-dire donner un poids à chaque vibration simple pour que la somme de ces vibrations pondérées donne le mouvement compliqué auquel on pense. L'idée est excellente. La seule difficulté que d'Alembert et bien d'autres reconnaissent, c'est qu'il ne dispose d'aucun moyen de calcul de ces poids qui lui permettent d'additionner. Et le phénomène est analogue à celui dont on a parlé précédemment, c'est-à-dire celui du calcul des épicycles pour rendre compte du mouvement des planètes. On peut y penser, on ne sait pas calculer. Mais déjà, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qui Fourier était ? Oui, c'est un homme qui naît dans la dernière partie, en quelque sorte, du XVIIIe siècle, à Auxerre, a une bonne formation, monte à Paris pendant la Révolution française, où il participe, il bénéficie de tout ce mouvement scientifique de grand développement. Il a été jacobin, il est très affirmé dans ses positions. Il se trouve qu'il devient un ami de celui qui monte, à savoir le général Bonaparte, qui l'emmène avec lui en Égypte. Au retour d'Égypte, Fourier est nommé par Bonaparte
Descartes toujours, préfet de Grenoble. À Grenoble, il développe sa théorie analytique de la chaleur. Il a des difficultés sérieuses, et on peut le comprendre, après Waterloo et la réaction, la venue des Bourbons en France, mais il parvient quand même à devenir secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences. Mais si Fourier développe sa théorie mathématique en s'intéressant à la chaleur, on a du mal à croire qu'il soit le premier à se pencher justement sur cette théorie de la chaleur. Alors, il n'est pas le premier, en ce sens que ça a toujours été une question plus ou moins posée. Après tout, l'élément fondamental chez les Grecs est le feu. Et il y a, par exemple, au XVIIIe siècle, tout un concours qui est lancé par l'Académie des sciences où plusieurs personnes écrivent, dont Voltaire, dont Euler, mais aussi, et peut-être c'est la personne la plus pertinente à ce sujet, la marquise du Châtelet, mais leurs travaux sont des travaux essentiellement gratuits, c'est-à-dire ils n'ont aucune quantification véritable et s'occupent surtout de la nature du feu. L'avantage de Fourier, c'est qu'il oublie totalement la question de qu'est-ce que la chaleur, et il s'occupe d'un seul problème, il le dit à très haute voix, c'est la façon dont la chaleur, dont il ne dit rien en tant que telle, la façon dont elle se propage. Alors c'est l'idée que tout le monde devrait avoir eue, à savoir que la chaleur en tant que telle, nous ne savons pas ce que c'est, nous savons bien quand ça devient chaud, ou quand ça devient froid, c'est tout à fait... c'est tout à fait le même problème. Fourier trouve pour l'évolution de la température une équation, l'équation de la chaleur. Par exemple, si je représente la température initiale dans une barre de fer par cette fonction, voilà comment elle va évoluer au cours du temps. Cette équation, il en donne des solutions simples, de même que Taylor avant lui avait trouvé des solutions simples pour le mouvement d'une corde en vibration. De la même manière que pour les cordes vibrantes, Fourier comprend qu'il peut multiplier les solutions par des nombres et obtenir une nouvelle solution de son équation. Il peut également les additionner pour trouver de nouvelles solutions. Fourier ensuite va plus loin. Il annonce que toute solution de l'équation de la chaleur s'écrit comme somme de solutions simples. Ici encore, on peut se poser la question, comment calculer les coefficients de cette décomposition ? Alors que pour les cordes vibrantes, les gens ignoraient comment calculer ces coefficients, Fourier, lui, a une solution pour les calculer dans le cas de la chaleur. Après des calculs de plusieurs pages, il trouve une formule générale. La distribution initiale de la chaleur contient toutes les informations pour calculer les coefficients. À partir de ce graphe, il est capable de calculer chacun des coefficients. Sa première conclusion, c'est que toute évolution de la température peut se voir comme une superposition de solutions simples de l'équation de la chaleur. Donc Fourier travaille à partir de cette équation. Pourriez-vous nous résumer les étapes de son cheminement à partir de ce point ? Première chose, c'est de trouver, c'est inattendu, par l'équation, de trouver des façons simples pour la chaleur de se propager. Et il fait, en quelque sorte, il invente ce qui était a priori donné pour les épicycles ou pour la corde de violon, les sons simples, il invente la simplicité de la chaleur. Une fois qu'il a inventé cela, il fait comme Bernoulli, c'est-à-dire il pense qu'il est possible de superposer les modes simples pour obtenir tout mode éventuellement compliqué de la chaleur. Mais son phénomène est, s'il pense que ce mouvement se passe dans le temps et dans l'espace, il peut en quelque sorte arrêter le film, c'est-à-dire fixer le temps et regarder la façon dont les modes simples se composent pour donner la chaleur en un moment donné. Et c'est là où il abandonne en quelque sorte le problème physique pour inventer une chose nouvelle. Tout mouvement compliqué part d'une température, par exemple, donnée à la base d'une lame, d'un corps qu'il peut regarder. Et là, il s'aperçoit que les mouvements simples peuvent recomposer
par pondération de ces mouvements simples, n'importe quelle fonction, n'importe quelle solution, n'importe quelle façon d'être de la température donnée à un moment donné, qu'on appelle l'instant initial, dans le corps que l'on regarde. Peut-être la chose intéressante à dire là, c'est que au départ, il part uniquement d'un corps fini. Et là, il a une idée qui prend du temps pour venir chez lui. Elle n'est pas venue en premier. Elle prend du temps de dire, eh bien, ces modes simples, si j'étendais le corps à l'infini, par exemple, si j'envisageais la température sur toute une ligne droite, je peux encore définir et considérer qu'il y a des modes simples. Le problème, c'est que je peux les additionner, les superposer. Seulement, sur une ligne droite, les modes simples ne sont plus limités à, disons, des modes qui sont en périodes multiples d'une période donnée, mais il faut que je puisse considérer toutes les périodes possibles. C'est l'invention de ce qu'on appelle l'intégrale de Fourier, c'est-à-dire qu'il, toujours du point de vue mathématique, puisque je ne peux pas représenter les choses physiquement, du point de vue mathématique, j'ai un moyen de partir d'une fonction répartie sur l'ensemble des valeurs et de regarder sa transformation de Fourier qui devient aujourd'hui l'outil indispensable, qui généralise, mais généralise pas simplement sur le papier, qui généralise en tant que processus celui des pondérations de coefficients de Fourier, de séries de Fourier, de modes simples d'avant. Fourier obtient donc quelque chose de surprenant. Il se rend compte qu'il peut choisir n'importe quelle distribution initiale de la température. S'il applique son résultat, l'évolution de la température est une superposition de solutions simples. Si on regarde ce résultat à l'instant initial, alors, quelle que soit la distribution initiale de température, cette distribution initiale est une somme de cosinus. Par ailleurs, plus le cosinus oscille, plus sa fréquence est élevée, et Fourier montre donc que tout signal est une superposition de signaux de fréquences différentes de plus en plus hautes. Cela peut sembler contre-intuitif. Pourtant, Fourier vérifie cela sur plusieurs exemples. On peut représenter les coefficients de Fourier de la façon suivante. On regarde le coefficient associé à la première vibration, et on reporte ce coefficient sur un graphique, au-dessus de l'abscisse 1. On calcule le coefficient de Fourier de la vibration suivante, qu'on représente au-dessus de l'abscisse 2, et ainsi de suite, pour obtenir ce que l'on appelle l'histogramme de Fourier. Si on prend une fonction constante égale à 1 partout, observons ce qu'il se passe. Si je superpose successivement 1, 2, 3 et ainsi de suite cosinus, j'obtiens une approximation de plus en plus bonne de cette fonction. On peut aussi regarder d'autres exemples. Pour ces décompositions d'une fonction en somme d'oscillations, on parle de série de Fourier. Mais il faut faire attention. A priori, cette décomposition n'est possible que sur un intervalle fixe. Si on regarde notre opération de décomposition de plus loin, on obtient un signal qui se répète à l'infini. Et donc, maintenant qu'on sait décomposer n'importe quelle fonction en sinus et cosinus, eh bien, on peut se demander malgré tout à quoi ça sert, et si cela a eu des implications scientifiques et technologiques. Alors là, la réponse est assez évidente, même si à l'époque de Fourier, cela posait un petit problème, c'est que dans cette décomposition, il y a des facteurs, des poids qui sont essentiels, en petit nombre, très petit nombre, et qui suffisent, quand on les prend, pour, au fond, représenter toute la série dite de Fourier. Du coup, on a un phénomène que l'on peut appeler, à juste titre, un phénomène de compression. En prenant quelques modes simples, on a l'essentiel du phénomène. C'est ce qui joue pour la compression d'image aussi bien, et évidemment les conséquences. L'idée derrière la compression, c'est donc de regarder l'importance de chaque cosinus dans la fonction que l'on veut décomposer. C'est pour cela qu'on peut représenter sur un autre graphique le poids de chaque cosinus, c'est-à-dire son coefficient. Si par exemple on reprend l'exemple du chapeau, on peut représenter les coefficients sur un autre graphique et obtenir ce schéma. Maintenant, imaginons que je veuille envoyer à un autre individu ce chapeau. Je peux me contenter de sélectionner les 10 premiers coefficients. En utilisant ces 10 coefficients, je peux donner une bonne approximation du créneau. C'est cette idée-là qui est à la base de la compression d'image ou de son.
Il faut sélectionner les coefficients de Fourier les plus significatifs et n'envoyer que ceux-là. Et évidemment, les conséquences. Les conséquences de cela, c'est qu'on a une double vue sur le point de vue mathématique, également sur le point de vue physique, mais je vais rester sur le point de vue mathématique. On a une double vue. On a un théorème de structure, décomposition en série de Fourier d'une fonction quelconque, avec les valeurs données. Mais aussi, on a un théorème d'approximation. Et ce jeu d'approximation essentielle, ce jeu entre l'approximation et la structure va faire que d'une part on va mieux comprendre la structure, c'est-à-dire changer la notion d'intégrale, puisqu'elle devient elle-même un objet d'approximation qui va servir à la définir, intégrale de Riemann d'abord, intégrale de Lebesgue. Les notions de Fourier interviennent dans toutes les définitions jusqu'à aujourd'hui, les définitions successives et enrichissantes de la notion d'intégrale. Deuxièmement, sur le problème même de l'approximation, là je dis qu'il y avait quelques valeurs qui suffisent, oui, mais ce que l'on veut c'est préciser cette affaire-là, et préciser en disant j'en prendrai combien pour avoir tel pourcentage. Et ce phénomène d'approximation va à lui seul jouer un rôle essentiel de comprendre comment fonctionne l'approximation dans les séries de Fourier. Et là, on lance des affaires qui vont être essentielles. On appelle ça l'intégrale, toute une série de choses qui deviennent qui peut aujourd'hui rentrer assez facilement dans le phénomène d'algorithmique. Ces deux phénomènes assez nouveaux au fond pour les mathématiques, c'est à la fois une structure théorique qui s'améliore et à la fois une approximation qui elle-même s'améliore pour comprendre mieux ce que la structure théorique a mis en place. C'est un deux phénomènes. Voilà. La dernière étape des travaux de Fourier, c'est de s'affranchir de certaines limitations. On a vu qu'il fallait faire attention et que les signaux ne se décomposaient qu'intervalle par intervalle. Mais Fourier montre bien comment on peut passer outre en étendant son idée à n'importe quelle fonction définie sur l'axe réel tout entier. Pour cela, il introduit une généralisation de ses idées grâce à la transformation de Fourier. Il montre que toute fonction se décompose en superposition de sinus et de cosinus de fréquences de plus en plus hautes et donne là aussi une manière de calculer les coefficients. Si on applique ici encore son idée, on obtient une fois de plus une bonne approximation. On peut également adopter un autre point de vue. Imaginons que la courbe représente la hauteur d'un point qui se déplace au cours du temps. Ce que la transformée de Fourier dit, c'est donc que ce mouvement est une superposition de mouvements ondulatoires. En d'autres termes, tout mouvement peut être vu comme une composition d'ondes. Bonjour Patrick Flandrin. Bonjour. Dans l'épisode précédent, nous avons vu que l'analyse de Fourier était extrêmement utile pour décomposer un certain nombre de signaux et qu'elle pouvait permettre leur compression. Est-ce qu'elle a ses limites ? Alors oui, bien sûr, elle a ses limites. Et la première façon de voir les limites, c'est de voir comment est faite la décomposition de Fourier. Elle est basée essentiellement sur des sinus et des cosinus, on a vu, qui ont au moins deux propriétés, qui sont d'être des fonctions oscillantes, mais qui oscillent infiniment, de moins l'infini des temps à plus l'infini des temps, qui sont éternelles. Et puis la deuxième, c'est d'osciller à une fréquence fixe, une cadence de répétition qui est fixe. Alors évidemment, il y a beaucoup de signaux qui, soit parce qu'ils sont transitoires, donc très brefs, vont nécessiter beaucoup de modes de Fourier pour les décrire, soit parce qu'ils ont des fréquences qui naturellement glissent au cours du temps, ne seront pas directement descriptibles de manière simple par un petit nombre de coefficients et de modes de Fourier. Et donc, est-ce qu'on aurait un exemple ? Par exemple, on peut prendre un exemple en audio avec un signal artificiel, mais qui est un signal musical d'une certaine façon. Là, dans ce signal, on entend quelque chose qui est une fréquence qui décroît et ensuite une impulsion. Donc si on décompose ce signal à la manière de Fourier et qu'on garde par exemple 25% des coefficients les plus importants, ce qu'on récupère en le reconstruisant, c'est quelque chose qui s'écoute de la façon suivante. Donc on sent que là, il y a une musicalité qui a perdu le caractère descendant de la fréquence et qui en même temps a étalé le clap de fin. Et si on est encore plus gourmand et qu'on prend par exemple 10% des coefficients, voilà, là on n'a pas été capable de rendre l'impulsion de la fin et on a complètement musicalisé le son de début sans rendre compte de sa variation au cours du temps. Et est-ce que ce sont des exemples qui ont des applications ou simplement des cas pathologiques ? Alors, ce sont des exemples évidemment qui trouvent des applications. Alors là, on est dans le domaine audio d'une certaine façon, mais si on pense à la musique,
la musique, elle est faite de notes qui sont non seulement des hauteurs de son, mais qui sont aussi des attaques. Et les attaques, typiquement, c'est des transitoires. Et une attaque franche est mal rendue par une décomposition de Fourier. De la même façon, si on prend l'exemple de la fréquence qu'on entendait descendre tout à l'heure, c'est typiquement des situations qu'on rencontre dans des systèmes naturels. Par exemple, le système, ce qu'on appelle l'écolocalisation de la chauve-souris, ce sont des signaux que l'on rencontre, ils sont ultrasonores, mais qui ont exactement ce type de structure, ou même plus récemment, les ondes gravitationnelles qu'on a mis en évidence avec les expériences LIGO et Virgo ont aussi des structures de même nature, de structures de fréquences qui varient au cours du temps. Et sur cette question des signaux impulsionnels, comment est-ce qu'on peut le voir mathématiquement? Alors, mathématiquement, on peut le voir en reprenant les représentations à la fois du signal impulsionnel et de sa représentation de Fourier, par tous les modes qui le caractérisent. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plus on va s'intéresser à un signal qui est impulsionnel en étant très localisé, plus grand sera le nombre de modes qui sera nécessaire à cette description. Alors, derrière, il y a un principe, il y a une relation mathématique qui est attachée au nom en particulier d'Heisenberg. Il y a une histoire longue et ça vient de la physique, mais en fait c'est une propriété mathématique qui dit que lorsqu'on s'intéresse à la fois à un signal et à sa représentation de Fourier, on ne peut pas avoir une localisation parfaite dans les deux domaines. Plus on est localisé dans un domaine, moins on l'est dans l'autre domaine. Et c'est vrai dans les deux sens. C'est-à-dire que, par exemple, l'exemple typique de la fonction qui décompose au sens de Fourier le sinus ou le cosinus, c'est quelque chose qui est extrêmement bien localisé en fréquence. C'est un pic fréquentiel, mais de fait, c'est aussi une oscillation éternelle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est absolument délocalisée dans le domaine temporel. Donc c'est deux extrêmes, l'impulsion en temps ou la fréquence pure. Et par rapport aux attaques de notes et aux signaux discontinus, comment est-ce qu'on peut voir ça mathématiquement? Alors, il y a un autre problème qui se passe avec les attaques, c'est que les attaques, on peut les lier à ce qu'on appelle aussi des discontinuités dans le signal. Et là, la transformée de Fourier, elle fait face à un autre problème, qui est ce qu'on appelle le phénomène de Gibbs, qui fait qu'en fait, au moment des discontinuités, on observe des oscillations qui sont d'autant plus rapides qu'on a plus de modes qui sont en jeu, mais qui subsistent tout le temps, et qui traduisent juste le fait que si la transformée de Fourier est bonne pour bien décrire des situations sans discontinuité, elle a beaucoup de difficultés quand on s'attaque aux discontinuités. On a vu qu'il y avait des problèmes avec les signaux impulsionnels ou avec les signaux qui démarrent d'un coup. Est-ce que ça veut dire que l'analyse de Fourier est vouée à l'échec, ou est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on peut envisager pour pallier à ces difficultés? Alors oui, il y a d'autres solutions, puisqu'il y a des variantes qu'on peut imaginer à l'analyse de Fourier. Au lieu de regarder par exemple l'analyse de Fourier de manière globale, où on regarderait toutes les fréquences pour tous les temps possibles, on peut imaginer de localiser l'analyse en prenant par exemple des fenêtres d'analyse qui seraient d'autant plus courtes qu'on voudrait s'intéresser à des événements transitoires. Mais là, il y a une difficulté, c'est qu'on se heurte au principe d'Heisenberg qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que plus on voudra localiser les événements en temps, plus on perdra la localisation de ces événements en fréquence. Alors plutôt que de regarder les choses de cette façon, il y a une autre variante qui a été introduite, qui est ce qu'on appelle la transformation en ondelette, qui consiste à dire qu'on va toujours s'intéresser à des oscillations, mais localisées, si ce n'est que ces oscillations vont être localisées en travaillant à des échelles différentes. Alors pourquoi? Parce que souvent dans un signal, ce qui se passe, c'est qu'il y a des zones régulières, où ce qui nous intéresse, c'est un comportement qui est un comportement à grande échelle, et des zones qui sont beaucoup plus irrégulières, par exemple les impulsions, où ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe en comportement à petite échelle. Donc si on prend une fonction qui est comme une onde, si ce n'est qu'on la fait exister sur un intervalle de temps réduit, on appelle ça une ondelette. Si on la compresse, on va avoir un objet qui va être très bien localisé, qui va osciller très vite, et si on la détend, au contraire, on va avoir un objet qui va osciller lentement et qui va être bien adapté à regarder ce qui se passe dans des parties plus régulières du signal. Et en utilisant l'ensemble des positions possibles de ces ondelettes à toutes les échelles possibles, eh bien, on a une description qui garde d'une certaine façon les avantages pour les deux types de comportements dans le signal, en favorisant ce qui se passe à grande échelle avec une ondelette étirée et en favorisant ce qui se passe à petite échelle avec une ondelette qui est une ondelette comprimée. Donc par exemple, si on reprend le signal de tout à l'heure, donc on va le réécouter. Voilà, celui pour lequel on rappelle que la transformée de Fourier est compressée en gardant 25% des coefficients
avait tendance à surtout le musicaliser et à perdre l'aspect impulsif de la fin du signal. Donc si on écoute maintenant ce que donne la reconstruction avec la même compression, 25% des coefficients, avec une transformée en ondelette, on entend que le clap de fin, la petite impulsion de la fin du signal, est très bien rendue par la transformée. Et la première partie du signal, où on entendait cette musicalité qui décroît en fréquence, voilà, est encore raisonnablement rendue par la transformée. Donc on a une sorte de compromis entre les deux comportements, puisque les coefficients d'ondelette sont allés chercher les caractéristiques aux bonnes échelles par rapport au comportement du signal. Et les ondelettes ont-elles trouvé des applications quotidiennes ? Alors, les ondelettes et les méthodes de décomposition post-Fourier, on dirait du genre temps-fréquence que j'ai évoqué précédemment, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, on a pris des exemples en audio, donc ça, c'est vrai que d'une certaine façon, y compris dans les systèmes qui sont les systèmes de codage des signaux audio, que ce soit du MP3 ou des systèmes de ce type, il y a quelque part derrière une analyse de Fourier qui est faite, qui est une analyse de Fourier locale avec d'autres considérations perceptuelles. On ne peut pas entrer dans les détails, mais il y a une analyse de Fourier. Et puis ce qu'on n'a pas dit pour l'instant, mais qui est évidemment une extension naturelle, c'est qu'au lieu de parler de signaux, comme par exemple avec l'audio, la parole, la musique, on peut parler d'images. Et dans une image, là aussi, une image, en général, est constituée, une image naturelle, par des zones dans lesquelles il y a des formes d'homogénéité, et puis d'autres zones où il y a des variations rapides, par exemple les bords d'une image, les contours. Si vous avez une scène avec un objet qui est un objet très régulier, qui est sur un fond lui-même régulier, eh bien, une analyse de Fourier serait mal adaptée pour rendre compte de ce changement brutal, alors qu'une analyse en ondelette va se focaliser pour mettre des gros coefficients, c'est-à-dire le poids de sa transformation, sur précisément les endroits où il y a ces transitions brutales. Ce qui fait qu'on peut de cette façon obtenir des standards de codage d'image qui sont meilleurs que ceux qui existent. Alors, le standard classique, celui qui en a sur tous nos smartphones et autres, c'est JPEG. Et JPEG est basé sur de la transformée de Fourier. Locale, mais de la transformée de Fourier. Et sur la base de la transformée en ondelette, un standard meilleur, JPEG 2000, a été proposé pour les applications qui sont liées à une nécessité d'avoir à la fois un très bon rendu et à la fois un très fort taux de compression.